Bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au Pluraliste, le média d'alternative politique et de débat. Le 13 juin, un inconnu a payé 28 millions de dollars pour avoir le droit d'accompagner Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, dans le premier vol de tourisme spatial de sa nouvelle société, Blue Origin. Alors, clairvoyance ou hérésie ? Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau secteur d'activité promis à un bel avenir, ou plutôt le symbole de ce qu'il faudrait arrêter de suite, alors que le climat se dérègle ? On reçoit aujourd'hui Agnès Sinaï pour évoquer avec elle la décroissance et mieux comprendre toutes les facettes de cette notion. Agnès Sinaï, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Bonjour, eh bien, je m'appelle Agnès Sinaï, je m'intéresse à la décroissance depuis une bonne vingtaine d'années. Finalement, j'enseigne ces questions à Sciences Po Paris, où j'ai initié un cours sur la décroissance il y a une dizaine d'années, que j'enseigne avec Luc Semal. Et puis, je suis journaliste spécialisée en questions environnementales et fondatrice d'un réseau de réflexion sur l'Anthropocène et ses issues qui s'appelle l'Institut Momentum et qui s'intéresse également aux politiques de décroissance. Très bien. Alors, quel regard vous avez porté justement sur cette nouvelle du développement, du tourisme spatial ? Est-ce que pour vous c'est un avenir prometteur ou le symbole de ce qu'il faudrait arrêter ? Mais je crois que l'urgence, c'est de s'occuper de la Terre et de réparer la Terre plutôt que d'aller explorer l'espace et de développer des technologies coûteuses qui ne servent qu'à une poignée de privilégiés, ceux que vous venez de citer, et qui prolongent en fait la folie actuelle qui consiste à toujours vouloir repousser des limites alors que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'apprendre à vivre dans les limites de la planète. Alors, pour fixer un peu le cadre de l'entretien et bien comprendre de quoi on parle, quand on parle de croissance et de décroissance, il s'agit de la croissance et de la décroissance de quoi finalement ? Quand on parle de croissance, il s'agit de croissance économique, il s'agit de croissance de la production, de la productivité, des gains de productivité, euh, du PIB. Hein. Donc la croissance, on l'entend au sens strictement économique, de faire croître les biens et services en circulation et les performances de la production et des rendements, disons. Voilà la croissance au sens économique. Quant à la décroissance, elle a de multiples sens. Hein. Certains considèrent qu'il s'agit de, de récession, hein, au sens de, voilà, s'il n'y a pas de croissance économique, si la croissance économique est en recul, alors on parle de décroissance du produit intérieur brut, donc on estime que c'est une forme de récession, mais dans le sens où nous l'entendons ce matin et dans le sens d'un horizon politique différent et d'un nouveau paradigme, la décroissance, c'est justement un horizon de sobriété, c'est un modèle social et économique en rupture avec celui de la croissance. Alors, dans un premier temps, on va justement se concentrer sur les limites, avant de voir dans un deuxième temps tous les aspects plutôt désirables et les changements favorables à la société que ça apporterait donc pour vous. Euh, alors, quels sont les travaux un peu précurseurs qui ont apporté l'idée de la décroissance et à quelle époque ça a commencé à émerger finalement ? Alors, l'un des travaux les plus connus sur la décroissance, c'est le rapport HALT à la croissance, qui en anglais était intitulé
Limits to Growth, donc les limites de la croissance, si on traduit littéralement. Ce titre qui avait été coécrit par Dennis Meadows et Donella Meadows et Jay Forrester, et eh bien, ces trois auteurs avaient donc élaboré pour le Club de Rome, qui était un réseau d'économistes associés à l'Europe, eh bien le Club de Rome avait commandé ce rapport qui questionnait les limites à la croissance en 1972 dans le contexte du premier sommet de la Terre qui se tenait la même année à Stockholm et qui voyait apparaître les premiers mouvements écologistes autour des Amis de la Terre qui se sont fondés aussi au début des années 70 avec des questionnements sur le début des problèmes climatiques, les premières préoccupations sur les impacts sensibles de ce modèle de croissance qui a explosé après la Deuxième Guerre mondiale avec le plan Marshall de reconstruction lancé par les États-Unis à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, l'explosion des deux bombes atomiques qui a aussi projeté un certain nombre de pays dans l'utilisation de l'atome dans le nucléaire et la production d'électricité. Enfin, il y a eu une série d'innovations au cours des deux guerres d'ailleurs, Première et Deuxième Guerre mondiale, qui ensuite ont été recyclées dans les sociétés civiles, comme aussi l'utilisation de nitrates de manière massive en agriculture grâce au procédé Haber-Bosch qui avait servi à fabriquer des bombes pendant la Première Guerre mondiale. Donc, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on assiste à l'explosion de la croissance économique et de la croissance démographique pendant les décennies qui s'en suivent jusqu'au début du XXIe siècle. Et donc, c'est ce contexte des années 1970 qui observe cette accélération de la croissance avec ces rétroactions négatives, en tout cas ces rétroactions préoccupante sur le système Terre. Et donc, dans ce contexte-là, le rapport Halte à la croissance alerte à la fois sur les limites planétaires, mais aussi sur le fait que les limites des ressources vont interférer avec la croissance économique. Et donc, pour la première fois, ce modèle proposé par les Meadows dans ce rapport démontre à partir de compilations de données économiques et écologiques, que l'économie va être contrecarrée par les limites du système Terre, dans la mesure où les ressources vont tendre à diminuer au cours des décennies et que l'énergie aussi va s'appauvrir. Le pétrole ne sera plus de la même qualité après, 50 ans après 1972, et que pour ces raisons-là, les Meadows alertent sur le fait que ce modèle de croissance, en fait, est un modèle contingent. C'est un modèle qui durera peut-être un siècle dans l'histoire humaine, mais qui finira par s'épuiser. Donc alors, si je comprends bien, selon vous, si la notion de croissance va être, enfin, si on va devoir être amené à faire une croix dessus, c'est donc parce qu'on atteint des limites au niveau des ressources. Vous avez évoqué l'énergie, mais sur quels autres aspects les ressources sont limitées et comment est-ce qu'on évalue cette, cette atteinte des limites? Et c'est ce qu'ont fait les Meadows précisément en quantifiant les stocks de ressources, les surfaces forestières. Et aujourd'hui, 50 ans après, je dirais que ces limites, on les quantifie avec beaucoup plus de précision qu'il y a 50 ans, bien que peu de recherches soient encore dédiées à cette question des limites. Par exemple, le Stockholm Resilience Center, basé à Stockholm, comme son nom l'indique, a publié un certain nombre de graphes qui s'appellent Planetary Boundaries et qui à travers un certain nombre de marqueurs sur la déforestation, sur la quantité de nitrates répandus sur les côtes et dans les terres,
sur le climat, sur l'état des océans, sur les niveaux de dégradation de la biodiversité. Maintenant, on dispose d'énormément de données qui sont rassemblées à l'occasion, par exemple, des rapports du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Tous les 5 ans, publie des rapports énormes qui sont en fait des compilations de données sur les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur le changement d'utilisation des terres ou sur l'utilisation d'un certain nombre de gaz qui sont quantifiés à la fois par des capteurs terrestres, mais aussi par une multitude de satellites. Donc, en réalité, la planète aujourd'hui, elle est monitorée par énormément d'instruments, hein, qu'il s'agit de satellites ou de balises ou autres, et qu'on est en capacité aujourd'hui de décrire très précisément les dysfonctionnements du système Terre. Fixer des limites est plus compliqué parce que il faut que ces limites soient fixées aussi par rapport aux sociétés elles-mêmes et au consentement des sociétés à s'accorder sur les limites, par exemple, d'utilisation de carburants fossiles par habitant et par an. On sait que pour préserver le climat, il ne faut pas dépasser 1 tonne équivalent pétrole par habitant et par an. Là, on en est à plus de 2,5 en France per capita. Mais on sait précisément que si on dépasse cette tonne, ce qui est le cas, on va dans le mur et qu'on va augmenter d'au moins 2 degrés la température moyenne de la planète. Et donc, on sait qu'il faut procéder à ce qu'on appelle une descente énergétique, c'est-à-dire une réduction des consommations d'énergie par habitant. On sait à quel niveau il faudrait arriver pour être dans un niveau de prudence par rapport au climat, en l'occurrence, mais on n'a pas encore l'acquiescement des sociétés pour y parvenir. Donc toutes les données qu'on a sur le système Terre, potentiellement, doivent être discutées politiquement. Alors là, à l'heure actuelle, on a vu l'émergence de notions alternatives, comme par exemple l'économie circulaire ou la croissance verte. D'ailleurs, la notion d'économie circulaire a été intégrée dans la loi de transition écologique d'août 2015. Voilà, et ces formes alternatives de croissance, est-ce qu'elles sont pour vous suffisantes? Est-ce que elles nous permettraient de respecter ces limites ou est-ce que c'est pas suffisant? Oui, il me semble en effet que l'économie circulaire et même cette rhétorique de la transition écologique est devenue maintenant une espèce de maquillage vert de politique mainstream, c'est-à-dire de politique environnementale qui ne changent rien à l'affaire et qui ne sont que des masques, des travestissements peu convaincants d'un modèle qui reste le même et qui reste fondé sur l'encouragement à la consommation, la pression de confort, acheter toujours des voitures plus performantes, plus grosses, plus puissantes, et même si elles seront hybrides, elles vont quand même consommer énormément d'instruments, d'électronique et tous ces objets de consommation auxquels la publicité nous enjoint à accéder, et même le gouvernement qui se préoccupe de la reprise économique et donc de la reprise de la consommation des ménages. Bref, toute l'économie est fondée sur ce binôme production-consommation. Alors évidemment, l'économie circulaire en soi, comme ça, dans l'absolu, c'est une bonne idée, essayer de transformer nos déchets pour créer une boucle vertueuse. Mais dans les faits, ça n'existe pas. Dans un modèle de croissance, on va produire beaucoup plus de déchets que la nature n'est capable de recycler. Et même nous-mêmes, avec nos installations industrielles de recyclage, il y a énormément de matériaux qui sont trop dispersés pour pouvoir être recyclés, à commencer par le plastique qui se disperse, on le sait, dans les océans, qui n'est pas traité
ni suffisamment recyclées parce que tout simplement, d'une part, la plupart des pays du monde, qui sont des poubelles d'ailleurs de l'Occident, en Afrique, heu, ou en Inde, ou enfin des décharges à ciel ouvert, dont on a tous vu les images. On voit bien que dans la plupart des pays du monde, il n'y a pas d'installation, industrielle qui permettent de recycler de manière massive, du plastique. Donc il va y avoir cette face, émergée de l'iceberg où on va assister à des communications, de la part des entreprises sur ces performances de l'économie circulaire, mais concrètement non. On est débordé, de biens, qui vont finir comme ça, sous la forme de déchets qui sont obsolètes, et on continue à suremballer les aliments, et 90 des courses que nous faisons, dans les supermarchés sont emballées. Donc voilà, on voit bien que cette économie circulaire n'a aucun sens sans décroissance, stricte de la production de ces emballages, par exemple. En France, depuis plusieurs années, le sujet de la rénovation thermique des bâtiments est beaucoup présenté comme un levier énorme d'économie d'énergie. Pourtant, au sein du mouvement décroissant, vous expliquez que c'est pas si simple finalement d'économiser de l'énergie. Oui, alors, l'exemple qu'on cite le plus souvent, c'est plutôt celui des automobiles, qui maintenant permettent de parcourir, presque 1000 kilomètres avec un seul plein d'essence. Parce que les moteurs, sont devenus plus performants, et donc on peut imaginer que, puisqu'on consomme moins d'essence par kilomètre, on va parcourir moins de kilomètres au total. Mais ce qui apparaît, c'est que quand on a une voiture qui fait autant de kilomètres avec un seul plein d'essence, on va plutôt utiliser la voiture que les transports en commun ou le train, puisque la voiture, finalement, semble revenir, moins cher, pour le même trajet, en tout cas avec, en termes de carburant, pas en termes, de coûts, globaux et d'externalisation des impacts, de la voiture. Mais du coup, c'est qu'on va privilégier la voiture, et les déplacements automobiles, grâce à la performance, améliorée des moteurs, et que, heu l'économie d'énergie réalisée grâce à la performance du moteur, va stimuler, paradoxalement l'utilisation accrue, du véhicule individuel, et au final, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond, où de manière absolue, on ne va pas constater quantitativement et cumulativement, des économies d'énergie, liées à l'amélioration de la performance des moteurs. Non, c'est l'inverse, c'est que le recours à l'automobile va être accru. Hem Et donc cet accroissement, de l'usage, va annuler les économies potentielles, d'énergie, qu'aurait pu, permettre, cette performance, améliorée des moteurs. Bref, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond, ce qui conduit, les décroissants à constater qu'il n'y a pas de découplage, réalisé, et constaté entre, d'une part, la croissance économique, et d'autre part, la consommation globale, d'énergie par point, de PIB. Heu, Même si, dans certains secteurs comme le bâtiment que vous avez cité dans votre question, ou dans les transports, en l'occurrence, les transports individuels, on constate des progrès technologiques ou des améliorations du bâti qui permettent de réduire, la consommation d'énergie, mais de manière, cumulative encore une fois et globale, il y a une coïncidence qui n'est pas d'ailleurs fortuite entre, la croissance et l'augmentation, et l'utilisation en tout cas d'énergies fossiles, par point de croissance. Bref, la croissance et la consommation d'énergie sont intrinsèquement liées et ne sont pas découplables, puisque en raison de l'effet rebond, lorsqu'on constate une économie d'énergie dans un secteur,
elle va être rattrapée par une surconsommation. Voilà, vous allez moins dépenser pour rouler en voiture, et bien le différentiel de la dépense va être investi dans d'autres dépenses de consommation. Peut-être l'achat d'un billet d'avion, peut-être l'achat d'un autre produit, je ne sais pas, comme une deuxième voiture finalement, qui va permettre à un ménage d'avoir deux voitures au lieu d'une. Alors là, dans un premier temps, on a vu les limites, si on veut, physiques à la croissance. Alors parmi les ouvrages que vous m'aviez conseillés, j'ai lu également que euh, certains auteurs fixaient des limites sociales à la croissance. Est-ce que vous pourriez expliquer cette notion? Vous pensez à quelle hauteur? euh, Castoriadis, si ma mémoire est bonne. Écoutez, en tout cas, on n'a pas publié Castoriadis dans nos ouvrages. Alors Castoriadis, il parle surtout d'autonomie, hein, je dirais, d'autonomie de l'individu par rapport à sa dépendance au système technique et à la technoscience. Bon, euh, de même qu'Ivan. C'était cette idée des limites sociales à la croissance faisait référence à la notion de bien de positionnement et à l'idée que les inégalités étaient nécessaires dans le capitalisme pour que les individus continuent à désirer et à vouloir finalement se distinguer les uns des autres. Enfin, d'ailleurs, ça fait assez référence à la notion de distinction chez Pierre Bourdieu. Alors, je ne sais pas si vous avez cette référence en tête. Euh, mais voilà, donc il y a aussi des aspects sociaux dans la décroissance, puisque ça implique quand même une normalisation ou une moyennisation du mode de vie de chacun, euh, à, à, à l'opposé de l'augmentation croissante des inégalités qu'on observe à l'heure actuelle. Oui, c'est très juste. En effet, l'incitation au désir mimétique par les inégalités et la pression de confort qui est toujours supérieure parmi les classes les mieux dotées fait que, d'après le sociologue Veblen, par exemple, au début du XXe siècle, qui décrivait effectivement ce désir de ressembler aux plus riches en accédant à des biens symboliques de luxe avec un système inégalitaire qui enjoint les individus à vouloir ressembler aux plus riches, qui deviennent un modèle social, euh, alors que l'idée de la décroissance, c'est d'asseoir la société sur des valeurs plutôt égalitaires, effectivement, et plutôt solidaires, et plutôt fondées sur les communs, plutôt que, en effet, cette échelle d'inégalité qui est galvanisée par le capitalisme et qui fait que la richesse s'accumule parmi peu d'acteurs économiques. On sait qu'elle est plus que jamais aujourd'hui concentrée, la richesse, hein, et mal répartie. Et effectivement, cette accumulation de richesse et d'inégalité stimule peut-être, en effet, le désir des classes moyennes ou même des classes plus défavorisées à vouloir ressembler à cette classe dominante, et que c'est un des principes du capitalisme que de stimuler ce désir mimétique. Par rapport à la notion de commun que vous avez évoquée, est-ce que vous pourriez la développer un petit peu? C'est-à-dire que si on change, si on essaie de changer l'imaginaire actuel, par quoi est-ce qu'on le remplace finalement? C'est une vaste question. Quelle notion forte euh, viendrait de la décroissance? La décroissance propose une forme d'autonomie des individus, c'est-à-dire d'être plus souverain sur son existence, c'est-à-dire d'avoir moins de besoins, de réduire ses besoins
au profit de plus de liens. C'est-à-dire que le fait aujourd'hui d'être assisté par du confort procuré par un mode de vie plutôt fondé sur le salariat, qui lui-même installe les individus dans une dépendance à l'emploi, à la forme entreprise, avec la nécessité d'utiliser une voiture pour aller travailler tous les jours, pour obtenir un salaire en contrepartie duquel on va pouvoir accéder à la consommation et à ses biens et services. En fait, c'est cette boucle-là que la décroissance interroge, la boucle du sens de la vie, du sens de cette vie vouée à produire et à consommer. Donc la décroissance interroge cette existence-là, ce mode d'existence-là, et propose par exemple de travailler moins pour gagner moins, mais avoir plus de temps pour cultiver son jardin, pour avoir des activités associatives, pour en effet passer du temps à s'engager dans le bien commun, que ce soit le soin des personnes ou des activités de soins des écosystèmes, ou bien des formes d'implication culturelle dans le bien commun. Donc en fait, la décroissance propose de ralentir la production et la consommation au profit de temps libérés qui prendrait le pas sur le temps productif, hein, et ce temps libéré ne servirait pas à consommer, puisque de fait les revenus seraient en baisse, mais servirait à être, simplement à être, et peut-être à lire, à marcher, encore une fois, à cultiver son jardin, cultiver ses relations à autrui, et dédier un peu plus de temps à des activités effectivement de bien commun, comme ce qu'on est en train de faire en ce moment tous les deux. Enfin, je vous parle, je suis pas payée pour ça. D'ailleurs, je ne suis pas payée pour faire ce que je fais à l'Institut Momentum. Et vous, je ne sais pas, mais je veux dire, on est des citoyens, on est en train de se préoccuper de quelque chose là ensemble. On a décidé d'y accorder du temps. Voilà, et donc la décroissance, c'est ça, c'est cette idée que toute la vie ne repose pas sur le fait de consommer et de produire. Est-ce que, quel regard vous portez sur l'utilisation du mot de la décroissance? Parce que il a, je dirais, enfin, l'avantage de choquer un petit peu, mais en même temps, ce que vous évoquez, c'est des dimensions qui ressortent pas du tout et qui rendent peut-être le mot un peu repoussoir, non? Absolument, c'est un mot obus, c'est un mot urticant par rapport à la culture dominante, et tant mieux, parce que c'est un des rares mots qui ne sera pas récupéré par le capitalisme. Donc il y a quelque chose de provocateur dans ce mot qui me semble nécessaire, et qui d'ailleurs alimente les fantasmes de certains débats politiques où les décroissants sont associés à des espèces de créatures moyenâgeuses et régressives, ultra radicales, alors que ce mot, en fait, encore une fois, il appartient à plusieurs champs. Il est à la fois provocateur, mais c'est aussi une forme d'utopie, la décroissance. Une fois qu'on l'a intégré et qu'on en a fait une sorte d'horizon de réflexion, la décroissance, c'est une forme d'utopie politique. C'est parce qu'elle est libératrice. D'accord. Et alors, avec quelle forme de régime politique est-ce que la décroissance pourrait se marier? Est-ce que c'est ça uniquement la démocratie ou est-ce que, bah, compte tenu des limites qu'on a déjà dépassées au niveau du climat, il ne serait pas nécessaire de prendre des mesures vraiment coercitives contre la vie des gens finalement? C'est des discours qui émergent parfois. Comment est-ce qu'on concilie tout ça? Écoutez, en effet, prendre des mesures
coercitive, comme vous le dites, serait tout à fait bienvenue, je crois, en regard de l'urgence actuelle d'intervenir sur un certain nombre de problématiques qui menacent notre vie même sur cette planète et à court terme. Donc on a le choix entre continuer sur ce modèle qui est également coercitif, puisqu'aujourd'hui, de toute façon, on vit dans un système d'État, entre guillemets, d'État de droit, mais on voit bien que on est quand même encadré aussi par des lois, par des contraintes, par toutes sortes de réglementations qui existent déjà. Donc il ne s'agit pas d'instaurer une tyrannie non démocratique, mais il s'agit en effet d'utiliser ce que permet le droit aujourd'hui euh, et la justice pour pénaliser un certain nombre de crimes environnementaux. Ce que la justice pourrait faire, le droit le permet. Le droit de l'environnement est en train de se renforcer pour aller dans le sens d'un tribunal pénal des crimes environnementaux, par exemple, qui sanctionnerait les constructeurs automobiles, qui d'ailleurs sont déjà sanctionnés, d'avoir triché sur les essais d'émissions de particules de diesel, par exemple. Ça n'est qu'un petit exemple, mais prendre des mesures, par exemple, pour interdire un certain nombre de publicités pour des 4x4 ou des voitures extrêmement puissantes et surdimensionnées, voire interdire tout simplement la production de ce type de véhicules et réformer profondément l'encadrement de l'industrie automobile pour qu'elle produise des petits véhicules légers, peu équipés, qui consomment du 3 litres au 100. Interdire un certain nombre de publicités, interdire un certain nombre de lignes aériennes intérieures quand elles sont desservies par le TGV. Est-ce que c'est un État tyrannique? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut prendre un certain nombre de mesures et les expliquer à la population. D'ailleurs, la population, on le voit, est en demande de mesures fortes en matière d'environnement. On l'a vu avec la Convention citoyenne pour le climat, qui après des mois de travaux et sur la base d'un panel de 150 citoyens tirés au sort et formés à ces questions par des experts de tous bords, je dirais, est arrivé à la conclusion que les politiques étaient loin d'être suffisantes et réclament des réglementations. De même que rationner l'énergie fossile par personne et par an de manière progressive, avec une courbe progressive de descente énergétique chaque année, ne serait pas forcément douloureux, puisque ce serait surtout les plus riches qui en souffriraient, puisque ce sont les déciles, comme on dit, supérieurs des populations en France et dans les pays industrialisés, les ménages les plus aisés, les plus riches, qui consomment le plus d'essence et de carburant chaque année par individu, alors que les personnes les plus modestes sont pas celles qui consomment le plus. Donc si on devait s'accorder non pas sur une taxe carbone qui est complètement impopulaire et inégale, puisqu'elle va frapper aveuglément les plus modestes comme les plus riches, au profit d'un quota annuel d'énergie fossile par personne, qui a aussi d'ailleurs été discuté par la Convention citoyenne pour le climat, ce ne serait pas non plus un déni de démocratie. Parce que, encore une fois, le dérèglement climatique va déstabiliser les démocraties. Donc je pense que si on veut conserver un état de démocratie et un état de droit, euh, il faut instaurer un civisme environnemental par des réglementations pour maintenir une certaine stabilité des écosystèmes et aussi et introduire une certaine conscience citoyenne à ce niveau-là. Alors il y a évidemment des résistances, chacun veut avoir sa voiture qui prend 12 mètres carrés d'espace public en stationnement, et d'un autre côté, les élus maintenant se battent contre la place de l'automobile dans les villes.
effectivement, on a là un télescopage de deux demandes sociales. Hein. L'une, on veut être dans des belles voitures et avoir une belle vue, surplomber les trottoirs et être bien tranquille. Et de l'autre, quand on est piéton, on veut respirer. On veut tout simplement pouvoir pousser son enfant dans sa poussette sans que l'enfant ait de l'asthme. Enfin, donc, les demandes sociales en ce moment sont très tendues, très contradictoires. Et il faut trancher entre l'une ou l'autre. Mais en ce moment, on ménage les deux. Alors, est-ce que c'est ça la démocratie? Je ne sais pas. Probablement. La démocratie est donc très lente. Et le problème, c'est que tout cela prend énormément de temps, alors que les choses s'accélèrent, semble-t-il, du point de vue des problèmes écologiques qui sont en train de prendre de l'ampleur. Par rapport justement aux propositions du mouvement décroissant, vous avez évoqué tout à l'heure la notion de commun. Euh, est-ce que vous pourriez la définir un peu et expliquer ce qu'on ferait finalement rentrer dans la notion de commun? La notion de commun interroge la notion de propriété privée, la notion de propriété privée qui a été inaugurée par le Code civil napoléonien après la Révolution française, hein, qui est un héritage de la Révolution française, qui est une phase sans doute nécessaire de notre histoire, puisque avant la Révolution française, l'ordre social était partagé entre féodaux, clergé et seigneurs en quelque sorte, et puis les rois régnaient, et puis les terres appartenaient à des grands propriétaires terriens, et puis la propriété privée a permis à des petits, des bourgeois et des classes intermédiaires de se réapproprier le foncier. Et donc, c'est une condition nécessaire du capitalisme, hein, la propriété privée. Bon, le marxisme a proposé la collectivisation des biens de production. On a vu ce que ça a pu donner dans les pays de l'Est, avec des côtés positifs que regrettent aujourd'hui les populations de ces pays, puisqu'il y avait aussi la santé était gratuite, l'eau était gratuite, l'électricité était gratuite dans ces pays soviétiques. Bon, je suis pas en train de prôner un modèle soviétique, mais ce que je pense et ce que pensent les penseurs des communs aujourd'hui, c'est qu'en effet, la régulation privée ne suffit pas à assurer la pérennité d'un bien. Par exemple, un agriculteur ou un propriétaire foncier va louer sa terre par un bail de longue durée à un agriculteur sans conditionnalité particulière au mode d'occupation et de culture de cette terre qui va lui être louée par ce bail de longue durée. Donc, il y a dans la propriété privée une sorte de neutralité qui aujourd'hui pose question. Euh, Parce que les biens privatisés ou privés ont aussi un rôle dans la stabilité globale et même locale du climat, par exemple. Si les opérateurs du soja en Amazonie sont en train d'entamer cette forêt amazonienne qui est un des poumons de la Terre, et si ce poumon s'asphyxie, on est tous foutus d'une certaine manière. Donc il y a à penser une régulation des biens communs de manière à ce que ce ne soit pas seulement des acteurs privés qui les régulent, parce qu'ils ont une vocation à être des biens communs. La sécurité sociale, c'est un bien commun. On cotise tous et on a tous la santé gratuite.
Si la sécurité sociale est privatisée, elle va pas être régulée selon les principes d'accès strictement égalitaire à la santé. Donc c'est l'accès au type de biens qui est en question. En résumé, tout ce qui est foncier, terre, utilisation des terres, doit faire l'objet d'une régulation pas seulement privée et en fonction de considérations multiples et pas seulement l'avantage comparatif à cultiver la terre de telle ou telle manière. Donc si je comprends bien, il y a une volonté de restreindre l'emprise du marché, ou en tout cas la place du marché sur la société, en sortant voilà, des aspects complètement de son... De, de sa tutelle. Tout à fait. Et alors, enfin, vous avez évoqué le marxisme, mais du coup, euh, dans l'idéologie, enfin, décroissante, parmi les propositions, quelle est la place que vous réservez à l'État? Il y a un débat là-dessus qui n'est pas tranché. L'État, pour certains tenants de la décroissance, a un rôle à jouer dans la décroissance. Et pour d'autres, tout passe par les municipalités, les mouvements grassroots, hein, les mouvements de contestation locale, la gestion municipalisée d'un certain nombre de ressources. Je crois que les deux modèles sont complémentaires, mais encore faut-il que l'État se réforme autour des valeurs de bien commun, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque aujourd'hui l'État est perçu beaucoup par sa dimension de monopole de la contrainte organisée, comme disait Max Weber. L'État, avec ses fonctions régaliennes aujourd'hui, s'illustre par une police en crise d'ailleurs, mais assez violente, et donc des tensions au niveau du contrôle des populations, hein, donc un État pas vraiment policier peut-être, mais quand même inquiétant dans certaines dérives en France, hein, avec une tentation de l'État sécuritaire, avec la reconnaissance faciale, etc. Donc je dirais qu'aujourd'hui l'État en Chine et un peu moins en France, mais globalement l'État n'est pas toujours un État de droit. Donc je dirais que la décroissance pourrait être régulée par un État de droit assis sur des principes strictement définis et respectueux des droits humains et de principes démocratiques. Dans ce cas, ok, pour que l'État gère un certain nombre de ressources, non pas en termes d'accès, mais en termes de garantie d'égalité d'accès, puisque tout ce qui est régulation ensuite des biens, en effet, se passe plutôt sur les territoires. Par exemple, l'eau, ça n'est pas à l'État de gérer l'eau, on le voit. Il s'agit plutôt d'une gestion par bassin versant, par intercommunalité, et que la délégation de la gestion de l'eau, aujourd'hui, ben, les municipalités et les intercommunalités ont le choix soit de la déléguer à des entités privées, soit de s'emparer elles-mêmes de la gestion de l'eau. Donc là, l'État n'intervient pas. Mais l'État peut favoriser euh, une gestion citoyenne de l'eau ou pas. Donc tout dépend de la nature de cet État, je dirais. Et par exemple, pour un rationnement énergétique, l'État est peut-être mieux placé que les communes pour instaurer une égalité à l'échelle nationale de l'accès à l'énergie. Donc évidemment, l'échelle de la nation coïncide avec l'échelle étatique pour l'instant. Et dans un sens, cette échelle est peut-être nécessaire pour éviter des baronnies locales. En tout cas, il y a des arbitrages qui restent nécessaires au niveau d'entités nationales, peut-être. Mais je n'aime pas le mot nation et je n'aime guère le mot État, je dois dire, qui me semble obsolète aujourd'hui.
Je préfère imaginer en effet une gouvernance beaucoup plus ancrée au niveau des territoires, des biorégions, et beaucoup plus démocratique sur le plan local. Et l'État reflèterait cette confédération de biorégions et servirait d'arbitre et de répartiteur. D'accord. Alors, par rapport à la notion de nation et État, enfin, qu'est-ce qui vous pose problème par rapport à ça? Ce qui me pose problème et ce qui pose problème aujourd'hui, bah, c'est la question des frontières, c'est la question du souverainisme, c'est la question du nationalisme au sens potentiellement raciste de la chose, avec la question aujourd'hui migratoire qui est préoccupante et qui est une préoccupation d'ailleurs légitime pour les États qui donc, avec le soutien de l'Europe, s'enclos dans des barbelés électrifiés et tracent des frontières infranchissables et des camps pour accueillir ces personnes qui quittent dans des conditions dramatiques leur pays d'origine. Évidemment, ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec ces questions migratoires, ces drames quotidiens nous interrogent sur la nature d'une nation et la nature d'un État. Donc, de plus, les problèmes écologiques sont à la fois très territoriaux et très globaux. Et la nation et l'État ne sont ni l'un ni l'autre. Donc, il y a deux leviers peut-être à réfléchir. Il y a un levier de régulation locale, démocratique des biens communs et des questions et des problèmes environnementaux. Et puis, il y a la régulation internationale, intergouvernementale, multilatérale des problèmes liés à la mondialisation et à l'environnement. Mais on voit au final que l'Europe se barricade et c'est vrai que cette question migratoire, est-ce qu'elle ne peut être résolue que par les États, par un esprit national la question de l'hospitalité est aujourd'hui, à mon avis, le cœur de toute politique, qu'elle soit sociale, écologique ou migratoire. Mais évidemment, l'hôte doit aussi définir des règles vis-à-vis de celui qui l'accueille. Bref, c'est un autre sujet, mais aujourd'hui, je suis gênée à la fois par, en effet, ce que l'État devient et ce que la nation devient. D'accord. Bah alors, poser la question de l'État, c'est poser aussi celle de la prise du pouvoir. J'ai été étonné en préparant l'émission de voir qu'en 1974, René Dumont, qui a été le premier candidat écologiste à la présidentielle, se posait donc comme écologiste et évoquait clairement la nécessité d'une croissance zéro sur certains aspects de la société, alors notamment l'automobile, en mentionnant justement les travaux du Club de Rome qui étaient sortis 2 ans auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'écologie soit, dans le discours actuel, complètement décorrélée de la décroissance? Je ne dirais pas cela comme ça. Je pense que la décroissance a contribué à revivifier le débat autour des questions écologiques, hein, puisqu'elle est devenue une espèce de repoussoir, d'épouvantail hein, dans le débat qu'on lit dans les colonnes du Nouvel Obs ou autres. Donc, je dirais que la décroissance a stimulé
le débat sur les questions écologiques en s'opposant au greenwashing, et qu'à l'époque de René Dumont, ces questions-là n'étaient pas encore d'actualité. Enfin, le greenwashing est apparu peut-être justement autour de l'avènement du développement durable qui a été mis sur la scène politique mondiale en 92 avec le sommet de la Terre à Rio. Donc, je dirais que d'abord, de quelle écologie parle-t-on? Est-ce qu'on parle de l'écologie? Là, vous m'interrogez sur l'écologie. Est-ce que vous m'interrogez sur les débats globaux aujourd'hui sur l'écologie? Parce que tout le monde aujourd'hui se réclame de l'écologie. Il n'y a plus un seul parti politique qui ne se dit pas écolo, impliqué dans l'écologie. Hein. C'est devenu maintenant un enjeu incontournable, même pour les partis politiques qui méprisaient ces questions-là il n'y a pas si longtemps. Hein, même Jean-Luc Mélenchon, qui a passé sa vie au Parti socialiste, puis qui a finalement, sur le tard, créé des mouvements plus radicaux et maintenant se dit écologiste alors que ça n'était pas du tout son logiciel de départ. Hein, et on voit que globalement, la social-démocratie est passée à côté de l'écologie et aujourd'hui elle est balayée par le vent de l'histoire. Quant à la droite, bon, elle fait de la finance verte et elle fait de l'économie circulaire et elle fait des avions à hydrogène, en gros. Hein, c'est ça qu'on nous vend comme écologie à droite. Donc tout le monde fait de l'écologie. Donc l'écologie de René Dumont, effectivement, elle est plutôt liée à cette écologie du contexte des années 70, des Amis de la Terre dont on parlait tout à l'heure, et d'une forme en effet d'exigence et d'acceptation de réfléchir et de fixer des limites. Laquelle limite aujourd'hui reste un tabou pour la plupart des partis politiques. Mais par exemple, enfin, quand je dis que c'est décorrélé, c'est que la notion de décroissance est pas portée très fortement par des partis même écologistes historiques comme Europe Écologie Les Verts par exemple. Absolument. Et c'est sur cet aspect-là Mmh. que je me Oui, questionnais. oui. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a au sein d'Europe Écologie Les Verts des motions portées par des décroissants. Hein. Il y a des décroissants au sein d'Europe Écologie Les Verts qui essayent de faire valoir des messages plus radicaux. Mais la ligne générale du parti n'utilise pas ce terme de décroissance, ni celui d'effondrement en général, hein, même si un certain nombre de politiques portées par les Verts est compatible avec la décroissance, bien sûr. Tout ce qui concerne les biens communs, la municipalisation de l'eau, la réduction du temps de travail que les Verts ont toujours porté, l'encadrement de la publicité, la limitation des moteurs automobiles, le ralentissement des vitesses sur les routes, la lutte contre la dégradation de la biodiversité par une profonde réforme du modèle agricole. Il y a beaucoup de propositions portées par les Verts depuis une quarantaine d'années qui œuvrent à des sociétés de sobriété, je dirais. Voilà. Mais en termes de communication politique, les Verts, en effet, ne sont pas un parti de la décroissance. Est-ce que finalement il n'est pas nécessaire d'avoir goûté à l'opulence pour souhaiter s'en détacher? Enfin, je veux dire, dans le contexte français, est-ce que la proposition de la décroissance est pas avant tout portée par les classes supérieures qui ont goûté, si on veut peut-être, à la vanité de vouloir toujours plus finalement? C'est une possibilité. euh,
je crois que la décroissance est portée par toutes sortes d'individus et de collectifs qui ne relèvent pas particulièrement de classes aisées, mais plutôt de classes qui ont accès à des biens symboliques comme les études, l'esprit critique, la lecture, et qui ont aussi le temps de s'informer et de s'instruire. Donc, je ne corrèlerais pas l'esprit décroissant à un esprit bourgeois de confort, mais plutôt à des esprits critiques, euh, voire à des collectifs de tous âges, y compris de jeunes gens qui ne sont pas spécialement aisés, mais qui peut-être à l'inverse ne trouvent plus dans la société de consommation de quoi donner du sens à leur existence et refusent de passer leur vie à la gagner et donc s'auto-limitent à la fois dans leurs revenus et dans leurs dépenses pour pouvoir mener des existences plus autonomes et plus déconnectées de la société de consommation qui encore une fois, ne les comble pas. Donc, ce serait peut-être une caricature que de dire que seuls ceux qui ont joui sans entrave des plaisirs de la consommation deviennent décroissants. Je ne pense pas, je pense que c'est plus profond que ça. Je pense que c'est un déclic qui peut survenir chez n'importe qui. Par lassitude d'un quotidien salarié, par non-sens d'une pratique professionnelle, par burn-out, qui sont quand même assez fréquents maintenant, de liens avec les écrans qui peuvent épuiser, une espèce d'ubiquité du travail à domicile qui fait qu'au bout d'un moment, la situation de dépendance au travail est trop prégnante et à ce moment-là, la décroissance intervient comme un changement de vie personnelle et comme une interrogation critique sur le sens de la vie. Ça, c'est au niveau individuel. Il est vrai que notre entretien porte plutôt sur un schéma politique de décroissance, sur une stratégie politique de décroissance. Et là, on ne parle plus de trajectoire uniquement individuelle ni de classe, mais on parle en effet de formes d'émancipation et de sobriété. Je crois que la clé de la décroissance, elle tient à la fois à la possibilité pour les individus de gagner en autonomie et donc de gagner en marge d'émancipation par rapport à la dépendance à la consommation et le fait que cette dépendance oblige à des vies salariées, assujetties à des transports quotidiens, d'une part, et donc se libérer de cette emprise du salariat, c'est une chose. Et d'autre part, la deuxième clé de la décroissance, c'est la préoccupation aiguë de la saturation, en gros, planétaire, en production et consommation qui amène à des dysfonctionnements graves du système Terre. Donc la sobriété étant une réponse qui ne devrait pas seulement être individuelle, mais dont la politique doit absolument s'emparer, encore une fois, pour instaurer des limites de nature à préserver la stabilité des démocraties en période de contraction des ressources. D'accord. Alors, bah, justement, là, on est resté pour l'instant dans un contexte très occidental. Quel regard porte le mouvement décroissant sur les relations internationales à l'heure actuelle et depuis une quarantaine d'années aussi peut-être, et tout le phénomène du développement? Un des moments clés de l'histoire de la constitution des mouvements décroissants a été un grand colloque à l'UNESCO qui s'intitulait
défaire le développement, refaire le monde, qui a eu lieu donc en 2002 à Paris, à l'UNESCO, et qui réunissait des économistes, des gens du Sud, des sociologues, des collectifs du Nord et du Sud pour réfléchir justement à la question du développement et interroger cette notion de développement dont les démocraties occidentales se sont emparées après la Deuxième Guerre mondiale pour faire prévaloir un certain modèle économique fondé justement sur la croissance et sur le capitalisme. Après la Deuxième Guerre mondiale, hein, les institutions de Bretton Woods, la reconstruction, la mondialisation ont été fondées sur ce principe de développement qui allait promouvoir un rehaussement du niveau de vie dans les pays du Sud en échange d'importation de marchandises en provenance des pays occidentalisés et le Sud allait, lui, exporter son cacao et son café et ainsi la planète allait être orchestrée en division du travail et en spécialisation dans des aires de production au nord et au sud, le sud ayant vocation donc à exporter un certain nombre de matières premières. Et tout cela sous le signe de ce qu'on a appelé le développement, hein, puisque la vertu de ces échanges allait être de faire augmenter la croissance dans les pays du Sud considérés par l'Occident comme pauvres et retardataires par rapport à un modèle et un paradigme défini par l'Occident qui était le paradigme de la croissance économique. Et ce que questionne en 2002 cette grande réunion à l'UNESCO, c'est justement, entre autres, cette notion de rattrapage entre le Sud et le Nord, le Sud d'après les institutions de la mondialisation et du libre-échange et tous leurs dogmes, hein, des dogmes du Fonds monétaire international, les dogmes de l'accord général sur le commerce et la libéralisation des marchés, puis qui a été ensuite relayé par l'Organisation mondiale du commerce, qui régit encore aujourd'hui les échanges mondiaux, eh bien, le dogme, donc, c'était celui du rattrapage. Et cette question du rattrapage, elle fait l'objet d'une critique de la part d'un certain nombre de décroissants. Je peux citer l'économiste Gilbert Rist, qui a écrit des ouvrages importants sur ces questions-là, parus aux presses de Sciences Po, et qui s'interroge sur finalement cette dictature du paradigme de la croissance qui devrait s'appliquer à la planète entière, quelles que soient les différences culturelles, les différences anthropologiques de rapport au monde, et unifier ainsi les comportements et les modalités d'être au monde et les régimes économiques en fonction d'un seul paradigme. Donc voilà, le développement est aux yeux de la décroissance plutôt un slogan, voire une illusion, en tout cas un paradigme qui sert en réalité à asseoir la puissance commerciale des pays occidentaux et aujourd'hui des pays qui ont émergé, comme la Chine, qui devient une nouvelle puissance économique en Afrique. Et on voit bien que le développement consiste à construire des autoroutes, à construire des aéroports, à acheter des ports en Afrique pour accélérer la mobilité des marchandises et surtout des ressources prélevées dans les pays africains, tout en impliquant les États africains dans des formes de corruption qui fait que la rétribution du développement ne tombe pas toujours pas dans les poches des populations concernées. Donc on a pu assister aussi en 2002 au sommet dit de Rio plus 20, pardon, de Rio plus 10, hein, puisque c'était un premier sommet de la Terre à Rio, c'était en 1992. C'est là que cette idée de développement durable a été
lancé et on s'est aperçu au deuxième sommet de la Terre, enfin en tout cas à Rio +10 à Johannesburg en 2002, que cette notion de développement et de développement durable finalement était une espèce de nouveau cache-sexe à la croissance économique et aux multinationales qui continuaient à asseoir leur puissance dans les pays du Sud et avec une uniformisation du modèle et un impensé de ses conséquences à la fois culturelles et écologiques. Donc, ce qu'on demande quand on est décroissant, c'est le droit pour ces pays à être souverains sur leurs propres décisions et non pas d'être au garde-à-vous devant des paradigmes qui sont inventés par les institutions économiques internationales et occidentales. Et alors, si on imagine que demain la France devient décroissante, quelle modalité de relation avec les, les pays, par exemple, enfin, donc qualifiés en développement à l'heure actuelle, serait mise en place? Est-ce que chacun reste chez soi et on arrête d'avoir la main mise sur leur développement ou en tout cas de les inciter à aller dans une direction qui est la nôtre? Et on rompt tout contact, ou est-ce qu'il y a peut-être davantage alors, d'autres formes de relations qui se mettent en place? Et lesquelles? C'est une très vaste question à laquelle certains économistes comme Gaël Giraud réfléchissent aujourd'hui et qui mériterait un long entretien. Je crois que la décroissance, d'abord, n'a pas à être prônée en dehors, en effet, du cadre national français quand on est en l'occurrence un citoyen européen et français et qu'on s'intéresse à la décroissance, ça n'est pas pour aller donner des leçons ailleurs, c'est pour d'abord l'appliquer à notre propre territoire, notre propre territoire national, puisque notre empreinte écologique est énorme et que lorsqu'on parle de décroissance, eh bien, on en parle dans l'idée d'une égalité globale d'accès aux ressources et non pas dans l'idée d'un accaparement justement par les pays riches. Donc avec l'idée qu'en acceptant une certaine sobriété à définir par délibération au sein de conventions citoyennes, donc des seuils qui restent à définir précisément et de manière délibérative. Donc à partir du moment où on aurait fixé un seuil de consommation d'énergie par habitant, par exemple, ou des seuils de soutenabilité, de productivité agricole. Je crois qu'il y a un travail précis à faire là-dessus pour voir ce qui est utilisé nationalement et ce qui reste à exporter en fonction des besoins d'autres pays. Il ne s'agit pas d'un protectionnisme absolu. On peut tout à fait imaginer continuer à exporter des biens et services, mais dans un cadre équitable de marché et surtout peut-être avec une réflexion sur la déspécialisation des régions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Afrique, toutes les surfaces utilisées pour produire du cacao, bon, d'abord elles sont déforestées et ensuite elles sont monoculturales, donc les cultures vivrières, on le sait, sont en recul, alors que les villes explosent en Afrique et que la condition des urbains n'est peut-être pas toujours facile dans des métropoles chaotiques. Bref, donc ce qu'on imagine, c'est quand même une certaine forme de souveraineté et d'autonomie sur des produits alimentaires, par exemple, ou sur la gestion de l'eau, des produits vitaux, et puis ensuite des échanges régulés sur des matières importantes et stratégiques, évidemment, pour nous, comme pour les pays du Sud, mais dans un cadre qui ne soit pas seulement orchestré par des considérations marchandes ou économiques, mais par des considérations sociales et écologiques. Donc il reste à penser ce cadre et le commerce n'a pas vocation à n'être que du commerce, mais aussi un ensemble d'échanges régulés
Donc pas seulement sous la bannière de l'Organisation mondiale du commerce. Donc bannir la notion de neutralité de la marchandise, qui est le credo aujourd'hui de l'OMC, même si les traités environnementaux commencent à être pris en considération par les lois commerciales. Mais bon, on considère encore qu'il s'agit de distorsion de concurrence, de refuser un poulet élevé selon des méthodes différentes des nôtres, c'est de refuser de les importer, c'est une distorsion de concurrence. Donc bref, ça c'est le long débat porté par l'altermondialisme depuis déjà une vingtaine d'années. Et je dirais que la décroissance n'est pas loin de cet altermondialisme. On a vu que donc la notion de décroissance a connu surtout un écho important en Occident. Est-ce que dans d'autres régions du monde, il existe des façons de concevoir la vie qui sont compatibles, ou en tout cas qui se rapprochent de la décroissance telle qu'elle a été conçue et imaginée en Occident? Oui, certainement, certainement. On parle parfois du Bhoutan, un petit État lointain d'Asie, où l'idée du bonheur fait partie de la constitution du Bhoutan. Donc l'idée de ce pays, c'est justement de conserver ses ressources, de les protéger pour assurer une qualité de vie forte à ses habitants et une certaine sécurité environnementale et une certaine prospérité liée à l'abondance des ressources et à leur ménagement et aussi peut-être à un certain équilibre démographique et une certaine conscience de l'échelle. Donc un petit pays comme le Bhoutan semble assez proche de ce que pourrait être des formes de décroissance au sens où la décroissance réussie propose une forme de joie de vivre dans le suffisant et non pas l'exubérant. On pourrait peut-être citer d'autres collectifs, des collectifs comme des éco-villages ou comme des peuples dits autochtones, mais qui aujourd'hui ont beaucoup de problèmes. Donc je ne les peut-être ne citerai pas malheureusement ces peuples parce qu'ils sont confrontés aussi à des frictions très fortes avec le modèle économique dominant. Donc, mais voilà, en tout cas, il s'agit de redimensionner les échelles et de se passer de l'automobile, par exemple, ce qui est d'ores et déjà le cas dans certaines collectivités comme Pontevedra en Espagne. Il y a aussi des biorégions qui se constituent en Toscane avec des grands domaines agricoles qui sont gérés par des collectifs en Italie, des villages du sud de l'Italie qui revivent et qui se repeuplent, y compris d'ailleurs en accueillant des migrants. Enfin, je dirais qu'il y a plein d'échelles possibles. Ça peut aller d'un petit État à une petite ville ou un collectif d'habitants ou un écoquartier ou une ZAD. Alors on arrive à la fin de notre entretien. J'aurais deux questions avant de terminer. La première, ce serait qu'est-ce que ça évoque pour vous, le pluralisme? Eh bien, ça évoque pour moi la tolérance, ça évoque pour moi la démocratie, ça évoque pour moi le débat, euh, euh, le consentement éclairé, je dirais, donc une certaine vertu dans le débat politique, qui est indispensable à la démocratie. Et alors notre deuxième question, ce serait de savoir dans quel environnement
intellectuelle, je dirais, vous vivez? Enfin, qu'est-ce que vous lisez comme journaux? Comment est-ce que vous vous renseignez? Comme journaux, mais je lis pas mal de journaux. Là, en ce moment, je lis beaucoup la presse locale, en l'occurrence Ouest France. Je me suis abonnée parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe ici. Je m'intéresse à ce qui se passe dans les territoires. Mais sinon, je lis le Monde auquel je suis abonnée. Je lis peu, je dois dire, le journal de la décroissance, alors qu'il avait toute ma sympathie. Mais en fait, je suis gênée par le sectarisme, hein, en général. Donc voilà, j'écoute la radio. Bref, je lis comme vous et moi, j'imagine, hein. Attendez, simplement, là, une question, enfin, je rebondis sur ce que vous avez dit par rapport au journal La Décroissance. On avait, enfin, justement, une des questions qui était celle-là de savoir si un journal qui est quand même de référence pour la décroissance et rendait justement suffisamment désirable cette décroissance. Et là, enfin, je peux pas m'empêcher de vous poser la question, vu votre réaction. Écoutez, la question pour moi n'est pas de rendre la croissance ou la décroissance désirable, mais de savoir être juste dans le point de vue développé ou dans la tonalité, en l'occurrence, des termes employés. Et je suis gênée, en effet, par la ligne éditoriale de ce mensuel, La Décroissance, qui a en effet utilisé ce terme pour son titre, mais qui aujourd'hui, dans ses colonnes, se consacre beaucoup à... Oui, aujourd'hui, le mensuel La Décroissance pourfend surtout un certain nombre d'ennemis désignés de numéro en numéro qui sont plutôt proches de l'écologie, donc qui sont désignés comme des tartuffes, hein. C'est ça l'activité principale de ce mensuel, c'est de désigner des tartuffes, des traîtres, à une forme d'intégrité qui confine à une recherche de pureté que je trouve un petit peu préoccupante. Donc, pour vous répondre, je ne souscris pas à cette tonalité qui consiste à toujours pourfendre des figures de l'écologie qui ne sont pas assez ceci, assez cela aux yeux de ce mensuel. Et je pense que ce serait plus intéressant que ce mensuel travaille à des enquêtes fouillées sur des entreprises ou des éléments d'information qui me semblent beaucoup plus importants d'investiguer aujourd'hui que de pourfendre tel ou tel tartuffe. Voilà, donc du coup, je lis plus Reporter, je dirais, qui est un média en ligne, que le journal de la décroissance, qui ne m'apprend rien en fait, ce journal de la décroissance. Je sais qu'un tel ou une telle, dont moi, potentiellement, on est tous des tartuffes parce qu'on accepte d'écrire dans telle colonne. Bref, la pureté n'est pas, à mon avis, une bonne conseillère en quelque domaine que ce soit. Il n'y a pas de pureté. Et il faut en effet accepter un certain pluralisme, D'accord. sans renoncer à l'intégrité du message. Très bien. Merci de nous avoir accordé ce moment, Agnès Sinaï. Merci à vous. Le pluraliste vit grâce à vos dons. Vous pouvez nous soutenir sur notre page Tipeee ou directement sur notre site internet. Merci à tous et à toutes et bonne écoute.